Bah, t'es où? Je suis là. Bah, qu'est-ce que tu fais? Je cherche du bois pour le barbecue de ce soir. Mais il y a que dalle, il y a pas de sarment, il y a que... Bah, on est dans les Cévennes, y a plein de charbon. Ouais, j'ai pas de pioche, merci. Sérieusement, du charbon. Je croyais qu'il fallait creuser des centaines de mètres pour en trouver. Bon, ça suffira jamais pour le barbecue de ce soir. Salut à toi, ami de la nature et des voyages. Cette semaine, j'oscille entre la mine témoin d'Alès et la maison du mineur de la Grand Combe pour découvrir les métiers de la mine. Le début de l'exploitation du charbon en Cévennes remonte au XIIe siècle. Et à l'époque, il suffisait de se baisser pour trouver de petits fragments de charbon, ou éventuellement de gratter un peu les affleurements. Mais comme le charbon était indispensable à certains métiers tels que les forgerons et les chaux-fourniers, les fabricants de chaux, un métier que j'aimerais d'ailleurs beaucoup découvrir. Bref, comme la demande en charbon ne faisait que grandir, des techniques d'extraction plus périlleuses ont commencé à voir le jour. Ainsi apparurent les premières galeries, ou fendues, à flanc de coteau, et les baumes de petites galeries horizontales. Cependant, en France, il faut attendre la révolution industrielle, sous Louis-Philippe, pour qu'un réel projet industriel voie le jour. Le maréchal Soult, le propriétaire des mines du nord d'Alès, fait alors appel à un jeune polytechnicien, Paulin Talabot. Le terme charbon est un terme générique, qui comprend tous ces stades de maturation, ou de qualité dans le cadre de l'industrie. Tourbe, lignite, houille et anthracite désignent tous du charbon, mais avec un taux de carbone différent. Attends, je t'explique. Tout comme l'argile ou le sable, pétrole et charbon sont des roches sédimentaires. La seule différence entre ces deux combustibles, du point de vue géologique en tout cas, c'est que le premier est solide. En effet, le pétrole comme le charbon sont tous deux constitués de végétaux. Des végétaux morts il y a 300 millions d'années, et fossilisés dans les entrailles de la planète sous la pression grandissante des sédiments qui se déposaient au-dessus d'eux. Mais pour comprendre cela, il va falloir faire un petit bond dans le temps, entre 290 et 360 millions d'années avant notre ère, à l'ère carbonifère. La Terre n'est alors composée que d'un seul continent, la Pangée, et d'un seul immense océan, le Pantalassa. Il y a un peu plus de 360 millions d'années donc, la température moyenne du globe était d'environ 10 degrés supérieure à celle du début de la révolution industrielle. Ainsi, la plupart des terres immergées ne l'étaient pas tant que ça, et la Pangée ressemblait plus à un immense marais qu'au panorama de notre époque. Chaleur, humidité et un fort taux de dioxyde de carbone, voilà des conditions de vie très favorables pour les plantes. Toutefois, dans ces zones humides à faible hauteur d'eau, les affaissements de terrain étaient fréquents, quand ce n'était pas la mer elle-même qui envahissait les lagunes. Arbres et fougères succombaient alors sous les flots. Sur ces couches de végétaux en voie de putréfaction s'étalaient alors de nouvelles couches de terre, les alluvions, ou de sédiments portés par la mer. De nouvelles forêts prospéraient alors sur ce nouveau sol, mais l'eau revenant toujours, le cycle se répétait. Ainsi, les forêts finissaient leur vie englouties, puis recouvertes de couches de terre et de sédiments. Et ainsi, durant 200 millions d'années, des couches successives de végétaux en décomposition s'accumulèrent. Sous la pression croissante exercée par ces couches, les matières organiques et minérales rejetèrent leur eau, comme des éponges compressées par de gigantesques poids. Isolées, mises au sec, dans le noir, sous haute pression, à la chaleur, plus de 50 degrés, et sans une once d'oxygène, la matière organique morte ne se décomposait plus, mais pourrissait lentement. Très très lentement. En tourbe, la première étape, puis en lignite, puis ensuite en houille, et enfin sous la forme d'anthracite. D'un stade à l'autre, le taux de carbone augmente, passant de 50% pour la tourbe, à 70% pour la lignite, puis à 90% pour la houille. Avec l'anthracite et sous d'incommensurables pressions, les anciennes fougères devinrent des diamants. Du carbone presque pur. Mais revenons au charbon. Je suis là! Je suis au puits Ricard, à la Grand Combe, tout en haut du chevalement qui surplombe le puits de la mine.
Cette tour supporte les molettes, ces grandes roues d'acier sur lesquelles passent les câbles d'extraction. C'est donc un lien stratégique entre le fond et le jour. La rotation des molettes, et donc les allées-venues des ascenseurs, rythment la vie du site et des mineurs. En fait, mis à part le dimanche, les voir s'arrêter étaient souvent synonymes d'accidents graves. Les chevalements les plus anciens furent successivement construits en bois, en acier et en béton. La hauteur de ceux-ci était déterminée par la profondeur du puits et la longueur des câbles. Le chevalement et tous les bâtiments qui l'entourent en surface composent ce que les mineurs nommaient le carreau. Longtemps, les mineurs descendaient à la mine comme ils y étaient arrivés, sans se changer. Puis, à partir de 1935, les compagnies mirent à leur disposition des vestiaires-douches. Dans le nord de la France, les mineurs ont bien vite fait de le surnommer ce nouvel espace la salle des pendus, une appellation que l'on peut facilement valider et qui s'est du coup largement répandue. À l'exception près d'un village d'irréductibles mineurs, la Grand-Combe, où cette salle est surnommée le lavabo. Une grande nouveauté à une époque où, dans les logements, il n'y avait pas encore l'eau courante, et où la toilette se faisait dans une bassine. C'était d'ailleurs un avantage réservé aux mineurs, les trieuses de charbon et les ouvriers des usines de transformation n'avaient quant à eux pas accès à cette salle. Chaque mineur est identifié par un numéro, qu'il retrouve sur son jeton de présence. Numéro qui permet à la fois de retrouver la corde sur laquelle sont accrochées ses affaires, Et permet, en cas de problème, de savoir rapidement combien de mineurs sont au fond de la mine. Chaque matin, pendant plus d'un siècle, les mineurs rejoignaient les cages afin d'atteindre le fond de la mine. Ces ascenseurs plutôt spartiates alternaient les allers-retours au rythme des molettes. On ne trouvait pas de cage sur tous les puits de la mine. En effet, certains étaient dédiés à l'aération et d'autres au remblai. Le matériel, lui, empruntait le même chemin que les mineurs, mais dans une cage dédiée, le skip. En effet, chaque cage peut accueillir soit 60 mineurs à chaque voyage, soit du matériel. On ne mélange pas les deux. Et pour atteindre les 800 mètres de profondeur, ça va très vite. Très très vite. Car la cage, lorsqu'elle transporte des humains, descend à 9 mètres secondes. Et lorsqu'il s'agissait de déplacer du matériel, ces 2 ou 3 ascenseurs étaient actionnés à des vitesses encore supérieures, jusqu'à 13 mètres par seconde. Maintenant qu'on est au fond, comme le disent les mineurs, il va falloir creuser dans la roche pour atteindre la houille. En effet, les veines de charbon peuvent se présenter de manière rectiligne, on parle alors de plateurs, mais aussi de manière verticale, les dressant. Car en fait, la galerie va tout simplement suivre les directions géologiques de la couche de charbon. Et en 300 millions d'années, cette veine de charbon, elle a bougé. Car, loin d'être un gros caillou tout froid, notre planète est tellurique. Et en son centre, le noyau ferreux est à plus de 5500 degrés. Tout autour, les roches en fusion forment un magma visqueux sur lequel flotte une sorte de pulse de roche solide, la croûte terrestre. Le magma le plus chaud remonte vers la surface, tandis que le magma le plus froid s'enfonce. On parle alors de mouvements de convection. Ces mouvements entraînent les plaques tectoniques qui vont soit s'éloigner lorsque le magma remonte, soit entrer en collision. L'une va alors coulisser en dessous de l'autre et ainsi former des montagnes. Les veines de charbon sont donc directement impactées par la tectonique des plaques. Et comme les Cévennes sont des montagnes primaires, les galeries qui les parcourent sont rarement rectilignes. Pour l'instant, pas de risque de tomber sur du charbon. Ici, c'est de la pierre et de la terre. Nous sommes dans un traverband, c'est-à-dire une galerie permettant d'accéder au gisement de charbon. Ces tunnels font parfois plusieurs kilomètres de long et sont solidement maçonnés. A l'inverse, les tailles, les galeries où on exploite le charbon ne sont étayées que par des poutres en bois. Et pas n'importe quel bois. Uniquement du pin maritime. C'est le seul bois qui permet de détecter le risque d'éboulement. En effet, le pin craque lorsqu'il est soumis à de fortes contraintes. Les mineurs disaient alors que le bois chantait, et ils s'enfuyaient. D'autre part, le pin pousse très vite, ce qui est un avantage non négligeable quand on sait qu'il fallait plus de 1000 mètres cubes de bois par jour pour alimenter la mine.
Ainsi, avant la révolution industrielle, ces paysages n'étaient pas du tout les mêmes. Châtaigniers et chênes peuplaient ces contrées, mais pas de traces de pins maritimes. C'est le développement de l'exploitation minière qui a introduit l'enrésinement en Cévennes, l'introduction d'une espèce résineuse. Désormais, on trouve principalement du pin, mais aussi quelques acacias, ou plus exactement des robiniers faux acacias, qui étaient aussi un peu utilisés, car imputrescibles. Cependant, contrairement au pin, le robinier est assez lent à se développer, il est donc logiquement bien moins présent dans les mines. Les étais des galeries étaient conçus par un mineur spécialisé, le boiseur. Ce professionnel concevait ses étais sans clous ni marteau, car clous comme marteau fragilisaient les fibres du bois, et affectaient donc la résistance globale de la structure. Il devait donc faire preuve d'une grande maîtrise et d'une incroyable précision, comme les charpentiers de marine. L'année 1950 annonce le remplacement des étais de bois par des étançons métalliques, les cadres TH. Un assemblage de 3 parties s'emboîtant les unes dans les autres. La partie supérieure, ou chapeau, avait la particularité de coulisser dans ses supports, au lieu de céder sous la pression. Ce nouveau type d'étayage est installé dès que les galeries sont excavées, et ce travail dépend d'autres spécialistes, les ingénieurs, les géomètres et les boutefeux. Boutefeu, voilà une profession au nom atypique, mais aussi assez révélateur mine de rien. Car pour réaliser des tunnels de plusieurs centaines de mètres de long, hors de question d'y aller à la pioche. Les mineurs sortent la dynamite. Bien évidemment, avant de commencer, un ingénieur va analyser la roche, afin de programmer le plan de tir. Pas question de risquer de faire s'effondrer la mine. Il va ainsi identifier les faiblesses structurelles de la roche, afin que le piqueur puisse la carotter, c'est-à-dire réaliser de longs trous de faible diamètre dans lesquels le boutefeu introduira la dynamite. La mise à feu, elle, n'intervient qu'au changement de quart. Le boutefeu profite que les mineurs remontent au jour et que la relève attende ses instructions sur le carreau. Ce n'est qu'à ce moment où la mine est presque déserte qu'il enflamme les explosifs pour allonger la voie. Les gravats du plan de tir sont excavés et une grande partie d'entre eux sont utilisés sur place. Ils vont ainsi combler le plafond afin de limiter l'accumulation d'un gaz, le grisou, mais nous y reviendrons. Mais aussi pour protéger le soutènement de chutes de rochers. Le reste des gravats de schiste, appelés stériles, est évacué en dehors de la mine et empilé dans ce qui deviendra les collines si caractéristiques des pays de mine, les terrils, ou crassiers dans les Cévennes. Les stériles des crassiers sont souvent réutilisés et redescendus au fond pour combler les tailles, dont l'exploitation est terminée, dans le but de stabiliser les terrains. En effet, il n'est pas rare que des villes entières se créent autour du carreau de la mine, et des galeries pourraient s'effondrer en entraînant d'énormes catastrophes en surface. Le métier de boutefeu est éminemment dangereux, mais pas forcément pour les raisons que l'on suppose aux premiers abords. Car si manipuler de la dynamite n'est évidemment pas très bon pour la santé, c'est une menace beaucoup plus insidieuse qui le guette, lui et tous ses compagnons, la poussière de roche. Celle-ci, soulevée par les coups de pioche, de marteau-piqueur ou d'explosion, est respirée toute la journée. La silice de la roche va s'infiltrer dans les alvéoles des poumons et les endommager de manière irrémédiable. C'est par là que les mineurs sortaient, lorsque le poste était fini, ils se croisaient avec ceux qui montaient. Alors bien sûr, il y avait ceux qui travaillaient au charbon et ceux qui travaillaient au travers-vent. Alors en principe, c'était des gens qui gagnaient de l'argent parce que c'était des travaux dangereux, surtout ceux qui étaient au travers-vent par rapport à la maladie de la silicose. Alors la silicose qui était due à l'ingestion de la poussière de rocher. Comme on nous disait au centre d'apprentissage, le moniteur, la poussière, la silicose est due à cette poussière que si on analyse les particules de charbon au microscope, ça ressemble à des olives. Mais alors beaucoup plus petit évidemment. Mais il n'y a pas d'aspérité, c'est pas agressif ni rien du tout. Par contre, si on met la même chose sous le microscope avec du schiste siliceux, il y a des particules qui sont comme des crochets de pêche. Donc il est bien évident que quand on sortait, à la condition bien sûr d'avoir quand même pas ingurgité de la poussière, quand on arrivait aux douches quelques minutes après, on se mettait à tousser, surtout ceux qui travaillaient au charbon. Et pendant des fois 1 heure, 2 heures, 3 heures, ils crachaient noir.
Ils ne pouvaient rien y faire, c'était comme ça. Alors que peut-être ça se passe la même chose avec la silice, sauf que la silice, ma foi, on en garde une partie qui, au bout d'un certain nombre d'années, donne une maladie de la silicose, et c'était une maladie qui était, on était condamné sur un plus ou moins long parcours, mais il n'y avait pas de solution. C'était inéluctable. Et c'est une maladie qui a été reconnue dans la région tardivement, mais c'est ce qu'on dit et qu'on a des preuves, que c'était le docteur Magnien, qui est professeur à Bessèges, qui a fait reconnaître et indemniser les mineurs ici pour cette maladie, la silicose. Et qui faisait peur. Après, ça faisait peur parce que les gens, il y avait énormément de gens qui étaient malades de la silicose et c'était impressionnant. Ça peut se comprendre quand même.